Donc, Françoise Courbino est professeure de biologie végétale à Sorbonne Université. Elle est aussi, et donc elle est spécialiste de la biologie des semences. Elle est auteure de plusieurs centaines d'articles, d'ouvrages sur cette thématique. Et elle est aussi très impliquée dans la recherche appliquée en partenariat avec des sociétés semencières et membre de l'Académie d'agriculture de France depuis 2013. Voilà, je fais une brève synthèse pour laisser la parole à Françoise. On m'a demandé de vous parler des semences qui sont effectivement les organes essentiels pour la survie et la propagation des espèces. Donc, j'aurai des approches liées aux semis et au maraîchage ou à l'horticulture et des approches plus larges liées aux espèces sauvages. Donc, je regarde si moi ça marche, mais oh, ça a l'air de marcher. Donc, au niveau de ce passage semence et je regarde si mon… Oui, ça a l'air de marcher. Ah non, mais tant pis, j'aurai pas de petite flèche. Donc, passage de la semence à la plantule, on distingue 3 étapes. Je vais vous parler, moi, essentiellement de l'étape 1 qui correspond à la durée entre semis et semences germées. Mais par contre, pour qu'il y ait une bonne réalisation du semis, il ne suffit pas que les semences germent au sens physiologique du terme, mais il faut absolument qu'il y ait une bonne levée des plantules qui met en jeu une croissance hétérotrophe et par la suite, après la levée, qu'il y ait mise en place des processus de photosynthèse liés au verdissement et l'apparition donc de pigments. Donc, je vais, moi, vous parler essentiellement de l'étape 1 qui correspond à la première étape, donc semi-germination, et non pas l'autotrophie des plantules. Et la majorité des semences étant utilisées, étant généralement déshydratées, elles tolèrent la déshydratation, je me limiterai aux semences dites orthodoxes qui présentent des dormances, ces dormances entraînant une régulation de la germination. La diapo suivante. Alors, tout d'abord, les grandes phases de développement des semences. Ces 3 phases, vous allez les avoir ici. Après la fécondation, vous allez avoir une première phase qui correspond à l'embryogénèse, essentiellement caractérisée par des divisions cellulaires qui se réalisent, vous voyez, avec une teneur en eau, le TE correspond à teneur en eau, qui est supérieure à 70% par rapport à la masse de matière fraîche. C'est-à-dire, lors de cette phase, même si j'ai affaire à des semences ultérieurement orthodoxes, là, mes semences vont être sensibles à la dessiccation. Deuxième étape, pour une teneur en eau comprise entre 70 à peu près et 40-55% d'eau par rapport à la masse de matière fraîche, est associée non pas à des divisions cellulaires, mais à un grandissement cellulaire et l'accumulation de réserves qui se fait soit dans les tissus de l'embryon, cotylédon en particulier, soit dans les tissus qui sont autour de l'embryon, donc généralement dans le cas des angiospermes, dans l'albumène. Et enfin, pardon, avant de passer à la 3e étape, c'est pendant cette étape particulière que les semences vont acquérir leur tolérance à la dessiccation. Et cette dessiccation, elle aura lieu lors de la phase de maturation. Et vous voyez que la teneur en eau va, selon les espèces, descendre à 5-15% par rapport à la masse de matière fraîche. Alors, ces semences orthodoxes, au moment de la récolte ou au moment de leur dissémination, peuvent parfaitement subir à l'état déshydraté. Il faudra quand même préciser les conditions de conservation. Et ces semences orthodoxes, si elles rencontrent bien sûr de l'eau, elles vont s'imbiber. Et si les facteurs de l'environnement sont favorables,
elles vont germer. Alors, je vais, diapo suivante, excusez-moi, vous rappeler les deux types biologiques des semences. Je ne parlerai plus après des semences récalcitrantes, mais voyez, les semences orthodoxes, elles sont bien tolérantes à la dessiccation par définition. Elles sont donc fortement déshydratées au moment de la récolte ou de la dissémination. Elles survivent parfaitement à l'état déshydraté et survivant à l'état déshydraté, elles tolèrent aussi des températures très basses et dans le cas de certaines banques de gènes, non pas de la conservation en routine, hein, mais des banques de gènes, on va pouvoir faire de la cryoconservation, c'est-à-dire que ces semences vont supporter des températures de type azote liquide, c'est-à-dire moins 196 degrés. Alors, juste la définition des semences récalcitrantes et puis une photo vous donnant une liste des semences récalcitrantes, elles, en opposition avec les semences orthodoxes, elles sont riches en eau à la fin de leur développement, elles meurent si elles se déshydratent et à partir du moment où les semences sont riches en eau, elles ne peuvent pas tolérer des températures négatives. Alors, diapositive suivante, juste pour vous, et par la suite, je ne parlerai plus de semences récalcitrantes. Vous voyez que ces semences récalcitrantes, c'est juste une petite liste hein, qui n'est pas exhaustive. Elles appartiennent à des structures, disons, arborescentes, comme le chêne, le noyer, châtaignier, l'érable, le marronnier. Il y a certaines espèces importantes pour la production de fruits tropicaux comme le manguier. Vous avez ici une semence de manguier, l'EVA, alors l'EVA étant à intérêt industriel et non pas fruitier, l'avocatier, caféier, cocotier, litchi, vous avez une petite photo ici, cacaoyer, théier, citrus. Et en bas de la diapositive, il y a toute une série de noms d'espèces en italique, car en latin. En fait, ce sont en majorité des espèces de climats tropicaux. Ça peut être comme le symphonia, l'araucaria, donc des arbres, et on peut avoir des variétés caractérisant des habitats tropicaux, mais riches en eau, c'est-à-dire des mangroves. Et vous avez des cas comme Avicennia, vous avez le cas de Bruguiera, où là, vous voyez que la semence commence son développement, donc sa germination sur la plante, puis ensuite, comme je dirais une petite épée, va se planter au niveau des mangroves. Je ne parlerai plus de ces semences récalcitrantes, je vais me limiter donc aux semences orthodoxes. Donc, diapositive suivante. Je vais donc vous parler de la germination, donc du processus de germination et de sa régulation. Diapo. Alors, cette germination, semence orthodoxe, comprend 3 phases importantes. Vous avez ici, alors il s'agit d'Arabidopsis, mais vous avez ici la semence sèche. Pendant la première phase d'imbibition, il y a une prise d'eau très rapide. Puis ensuite, une période que l'on appelle phase 2, germination au sens strict, qui s'accompagne de différents processus biochimiques sur lesquels je vais revenir, mais qui se termine par l'émergence radiculaire au travers des enveloppes, l'émergence ne mettant pas en jeu de division cellulaire, mais par contre, c'est de l'élongation cellulaire. Par contre, la phase 3, croissance, est tout de suite associée à des divisions cellulaires et bien sûr la mobilisation des réserves. Alors, les points importants au cours de cette germination au sens strict, déjà, première chose, prise d'eau. Qui dit prise d'eau dit imbibition des tissus, reprise des phénomènes respiratoires, et cette respiration va permettre la synthèse d'énergie qui va permettre des processus de réparation, soit des mitochondries par exemple, soit des macromolécules comme l'ADN. Et
au cours de cette phase 2, vous allez avoir bien sûr aussi synthèse d'ARN, synthèse de protéines, et lorsque je passe à l'émergence, vous allez avoir cet ADN qui va être parfaitement actif. Merci. Alors, cette phase 2, elle correspond à l'expression et à la levée de phénomènes de dormance dont je vais parler tout à l'heure, mais surtout, c'est une phase qui est régulée par 2 hormones importantes ou 2 familles d'hormones, l'acide abscisique, là-bas, et les gibérellines, GA. Alors, ces gibérellines ici sont des gibérellines qui vont intervenir sur la régulation et l'expression de certains gènes, à ne pas confondre avec l'acide gibérellique que l'on utilise des fois pour lever la dormance. Cette fois, ces gibérellines sont importantes pour la croissance et ensuite le développement des semences. Alors, diapositive suivante, je passe à la régulation du processus de germination. Alors, cette germination correspond effectivement au passage de la semence sèche, dans le cas des semences orthodoxes, à la germination et la levée des plantules. Cette germination est régulée par les facteurs environnementaux, par les facteurs endogènes. Alors, facteurs environnementaux, ben, vous en doutez, l'eau, indispensable pour la reprise du métabolisme, température, oxygène et lumière. Et deuxième type de facteurs, les facteurs endogènes qui sont des dormances. Alors, je vais distinguer 2 choses dans l'absence de germination. Vous avez ce que l'on appelle la quiescence, c'est-à-dire les semences ne germent pas parce que les facteurs environnementaux sont défavorables. Pas assez d'eau, température trop basse ou trop élevée, oxygène insuffisant et lumière non adéquate. Et l'absence de germination peut aussi résulter des dormances, mais sachez bien que les dormances ne correspondent pas à une inaptitude absolue à la germination. C'est vrai dans certains cas, mais généralement, c'est un phénomène relatif qui n'est possible que dans des conditions très réduites de l'environnement. Et la levée de dormance correspondra justement à une acquisition d'une possibilité à germer, mais dans une large gamme de conditions. Alors, je vais vous illustrer les températures nécessaires, l'oxygène et les effets de la lumière. Donc, diapositive suivante. Alors, d'abord, 2 diapositives concernant l'exigence thermique. J'insiste sur le point, ce tableau correspond à des semences, donc exigence thermique de ces semences, mais qui ne présentent plus de dormance. En fait, on regroupe les espèces, pour faciliter, en 3 grands groupes. Les semences qui ne germent bien qu'à des températures fraîches, des semences qui ne germent bien qu'à des températures élevées, ce sont souvent des espèces originaires des climats chauds, et puis des semences, lorsqu'elles sont non dormantes, qui sont capables de germer dans une large gamme de températures. Alors, je vais prendre quelques exemples. Vous avez ici, deuxième colonne, des exemples d'espèces de semences. La gamme thermique qui permet la germination, et puis les températures optimales. Je ne vais pas vous illustrer toutes les espèces, je vais prendre des extrêmes. Par exemple, les semences de tulipes, je dis bien semences et non pas bulbes de tulipes. Ces semences ne germent qu'entre 0 et 12 et l'optimum, c'est 5-8. Donc vraiment, elles ne germent qu'à des températures basses. Je vais prendre les semences de cyclamène. Elles sont capables de germer entre 10 et 20 et l'optimum se situe à 15-18. Le poireau, la gamme thermique est de 5 à 25, mais l'optimum thermique est de 10-15 degrés. Donc, vous voyez, vous avez
des semences qui germent, et quand on regarde la dernière colonne, à des températures de l'ordre comprises, à l'exception de la tulipe, entre 10 et 20 degrés. Les semences qui germent bien, mais qu'à des températures élevées, j'ai mis 5 exemples, l'amarante, le sorgho, le maïs, le mil, le concombre. Vous voyez que la gamme thermique est plus réduite, en particulier la température minimale, vous voyez, se situe aux alentours de 10-15 degrés. J'insiste bien, contrairement aux semences du groupe de tout à l'heure, qui supportaient des températures de 5 degrés, éventuellement jusqu'à 0 degré, ces semences, type maïs, type concombre, ne supportent pas des températures inférieures à 15 degrés et présentent des maladies physiologiques du froid. Ces maladies physiologiques du froid, on en parle surtout chez les fruits, des fruits qui vont brunir lorsqu'ils sont conservés à température basse. Et vous voyez que l'optimum thermique, contrairement à tout à l'heure, se situe entre 25, 30, éventuellement dans le 1000, 35, 40. Les dernières espèces, lorsque les semences sont non dormantes, vous retrouvez des céréales comme l'avoine, l'orge. Vous retrouvez des maraîchères, j'ai mis choux, carottes, des florales comme le gerbera, des grandes cultures aussi comme le tournesol et le soja. Ces semences non dormantes, j'insiste bien, sont capables de germer, vous voyez, dans une large gamme de températures. Si je prends le tournesol entre 5 et 40, et l'optimum thermique, c'est presque l'optimum aussi de la croissance de la plantule, vous voyez, aux alentours de 20, 25, 25, 30. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous montrer un autre type de représentation que les sélectionneurs aiment bien, mais je vais d'abord vous commenter le graphique du haut. Il s'agit de graines de chou-fleur. Vous voyez que ces graines de chou-fleur, et ça serait vrai pour le cas de nombreux choux, peuvent germer dans le cas présent entre 7 degrés et 30 degrés. L'optimum thermique, vous avez ici l'évolution au cours du temps du pourcentage de graines germées. Vous voyez qu'à 25-30 degrés, bien, toutes les semences germent en moins de 48 heures. 50% de la population germe en moins de 24 heures. Et lorsque j'abaisse la température, je vais, vous voyez la pente des courbes, toutes les semences, toute la population est capable de germer, mais par contre, la vitesse est plus lente. Vous voyez que si je vous représente le temps pour obtenir 50% de germination, c'est ce qu'on appelle le T50, eh bien, à 7 degrés, il faut pratiquement 6 jours, alors qu'il faut moins de 24 heures à 30 degrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, de définir les températures extrêmes. Alors, vous voyez que je peux essayer de représenter l'effet de la température sur l'inverse du T50 et j'ai deux segments de droite. C'est ce segment qui m'intéresse le plus, l'intersection entre cet axe de température et ce segment de droite vous donne une idée de la température de base en dessous de laquelle je n'ai pas de germination. Le croisement des deux segments vous donne ce que j'ai indiqué TO, qui correspond à la température optimale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 degrés. Donc, diapositive suivante. L'oxygène, alors, on pense souvent qu'il faut 21% pour la germination. En fait, tout dépend de l'espèce. Généralement, la germination, c'est-à-dire le piquage de la radicule, peut se faire pour 50% de la population. Alors, ici, le graphique vous montre les courbes de germination de tomates. Vous voyez que mes graines de tomates germent dans 10%, 15%, 21%. 50% de la germination est encore possible dans 5% d'oxygène et en dessous de 5%, la germination est très difficile.
Le triangle jaune vous indique le gradient d'oxygène qui permet 50% de germination de l'ensemble de ces espèces. Bien, vous voyez que des semences riches en amidon, vous avez des céréales comme l'orge, maïs, l'avoine, le blé, le pois qui n'est pas une céréale. 50% des semences peuvent germer dans 1 à 3% d'oxygène, qui vous semble très bas. D'autres semences comme la chicorée, le poireau, le melon, la betterave à sucre, il faut 3-5%. Les semences typiquement lipidiques comme certains choux, la laitue, le radis, la carotte vont exiger un peu plus d'oxygène. Et voyez que des espèces florales comme le cyclamen et la prime vert, il faudra un peu plus d'oxygène, 8 à 10%. Diapositive suivante. La lumière, je vais juste vous dire les 3 types de semences et j'indique ici l'effet de la lumière sur le piquage de la radicule. Il est évident que lorsque vous êtes dans la phase 3 du semis dont on parlait dans l'introduction, il faut de la lumière pour que les plantules, les jeunes plantes, puissent s'implanter. Mais si je me limite à ma phase 1, c'est-à-dire la germination, vous avez des semences, à peu près 70% des espèces qui exigent de la lumière. Certaines ne germent pas du tout à l'obscurité et vous allez avoir, voyez, une germination plus rapide à la lumière qu'à l'obscurité. L'inverse, des semences à photosensibilité négative, le cyclamen, certaines graminées, donc germent mieux à l'obscurité qu'à la lumière. Et puis par contre, vous avez des espèces qui ne sont pas sensibles, au moins pour la germination, c'est-à-dire qui germent aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité. Diapositive suivante. Donc, dernier point, les phénomènes de régulation de la germination, c'est-à-dire les dormances. Vous avez cette inaptitude à la germination est due aux enveloppes. On parlera d'inhibition tégumentaire qui vont réguler l'apport d'oxygène, l'effet de la lumière ou la diffusion d'oxygène. Mais la dormance peut résider dans l'embryon lui-même et là, on parlera de dormance embryonnaire. Diapositive suivante. Juste pour vous donner quelques exemples. Dormance embryonnaire. Alors, l'ensemble des rosacées souvent présentent cette dormance embryonnaire, mais vous voyez, les érables, hêtres, frênes sont aussi caractérisés par une dormance embryonnaire. Dans les grandes cultures, le tournesol présente aussi une dormance de l'embryon. Les inhibitions tégumentaires, bien, ça veut dire que si vous enlevez les enveloppes, vous permettez la germination des semences. Les enveloppes peuvent être imperméables à l'eau. C'est ce qu'on appelle les semences dures, vous voyez, qui ne peuvent pas s'imbiber, qui ne gonflent pas. Donc, beaucoup de légumineuses. Et puis, l'imperméabilité des enveloppes à l'oxygène. Souvent, sont des enveloppes qui sont brunes, qui vont présenter ce genre d'imperméabilité. Vous voyez qu'à une température relativement élevée, une partie de l'oxygène dissous dans l'eau d'imbibition va être piégée par les enveloppes. Il s'agit de phénomènes d'oxydation de composés phénoliques qui vous expliquent la couleur brune de certains téguments. Et enfin, c'est des cas plus rares, résistance mécanique des enveloppes. Diapositive suivante. Alors, je vous donne quelques exemples de dormance primaire et puis on va voir comment on lève ces dormances. Alors, le pommier, c'est une dormance embryonnaire. L'orge, c'est une inhibition des enveloppes. Bien, vous voyez que ce n'est pas une inaptitude totale à la germination. Les embryons de pommier dormants sont capables de germer à température basse. Par contre, ne vont pas être capables de germer à des températures supérieures à 20, 22. L'orge, j'aurai à peu près la même chose pour le blé. Les orges fraîchement récoltées vont être capables de germer à 10 degrés, mais par contre, plus la température s'élève, plus la germination est difficile. Vous voyez que j'ai une très mauvaise germination à 20 degrés. Diapositive suivante. Alors, comment vont s'éliminer ces dormances?
de façon naturelle, les dormances vont correspondre à un élargissement de la gamme thermique qui permet la germination, et ceci au cours de la conservation au sec. J'ai repris 2 exemples. L'orge, alors vous retrouvez l'orge fraîchement récoltée, qui germe bien à température basse et qui germe pas ou très peu à température élevée. Et au cours de la conservation au sec, au cours de la conservation des semences, vous voyez que les orges vont être capables de germer dans une large gamme de températures. Le tournesol, lui, présente une dormance un peu particulière. Vous voyez la courbe 1, il s'agit de semences fraîchement récoltées. Eh bien, ces semences ne germent pas à des températures inférieures à 15 degrés. Elles sont capables de germer à 50-75% à 25 degrés. Même chose que pour l'orge, lors de la conservation au sec, pendant, je vais mettre 2 semaines jusqu'à 1 mois, vous voyez que la gamme de température s'élargit et les semences de tournesol deviennent capables de germer de 5 degrés à 35-40 degrés. Diapositive suivante. Alors, concernant les dormances embryonnaires des espèces de climat, on va dire, tempéré, je vous donne un exemple ici, c'est l'embryon de pommier. Lorsqu'ils sont fraîchement récoltés, enfin les pommes au moins, ces embryons de pommier, je vous l'ai dit, germent à température fraîche, ne germent pas à température supérieure à 15 degrés dans cet exemple. Par contre, ces embryons de pommier, si on les stratifie, si on les place en présence de froid, mais humide, bien, vous voyez que progressivement, les embryons de pommier vont être capables de germer jusqu'à 20 degrés et à peu près 75% de germination à 25. Donc, voilà l'effet de ce froid humide. Deuxième point que je voulais souligner, souvent les dormances embryonnaires sont caractérisées par des anomalies de plantules. Vous voyez, les plantules ne sont pas bien formées. Il y a des dissymétries de cotylédons. Après le traitement au froid, les plantules sont tout à fait normales. Dernier point, la notion de quantité de froid reçu. Alors d'abord, les températures qui vont lever ces dormances embryonnaires sont des températures comprises entre 1 et 5 degrés, mais les températures de 4 à 5 degrés sont les températures optimales. Les durées pour lever ces dormances embryonnaires sont très variables. En rouge, vous avez des gymnospermes, en noir, donc des angiospermes. Si je prends le hêtre, vous voyez qu'il faut 45 à 90 jours. Si je prends le pommier, voilà le malus qui est ici, 70 à 80 jours, pour obtenir 100% de germination dans une large gamme de conditions. Alors, vous avez des gymnospermes qui nécessitent beaucoup de froid. Vous voyez, 270 jours pour l'Ive du Japon. Le taxus, lui, a 1 mois de froid suffit pour lever la dormance. Et j'ai ici le sapin, 30 à 60 jours de froid. Donc, le besoin de froid est très variable. Diapositive suivante. Et ces besoins de froid, donc vous avez ensuite, c'est en fait le froid de l'hiver, mais sachez que les semences dans le sol vont être sous différents états de dormance primaire. Cette dormance primaire va être éliminée par le froid, par exemple, ou la conservation au sec. On va avoir des semences non dormantes. Semences dormantes, si les conditions sont bonnes, j'ai une germination. Conditions défavorables, les semences restent quiescentes. J'ai la même chose pour les semences non dormantes, à l'exception du fait qu'elles sont capables de germer dans une plus large gamme de conditions. Mais si les conditions sont défavorables, elles restent quiescentes ou elles restent dormantes. Si les conditions sont défavorables et restent longtemps défavorables, les semences rentrent dans une dormance secondaire. Donc, mes semences étaient non dormantes, elles sont quiescentes, eh bien, elles s'endorment. Ce qui veut dire que pour des semences à l'extérieur, eh bien,
vous avez des cycles biologiques, semences primaires, quiescentes, secondaires, levée de dormance, de nouveau quiescence, dormance secondaire, élimination des dormances. Donc, état très variable. Donc, diapositive suivante, et j'ai presque fini. Donc, les semences sont aussi des organes de résistance et bien sûr, les semis ne seront bien réalisés, ne seront parfaits que si les semences, au cours de leur conservation, sont restées viables et n'ont pas perdu leur vigueur, c'est-à-dire que la germination reste rapide dans de larges gammes de conditions. Alors, de façon simple, vous avez des semences dites macrobiotiques qui ont une durée de conservation supérieure à 15 ans. Vous avez de nombreuses légumineuses. Alors, il y a le palmier dattier, où là, on a pu avoir des semences qui ont survécu 2000 ans. Des semences mésobiotiques, vous voyez, 3 à 5 ans, 5 à 15 ans. Il faut donc que ces semences soient bien conservées. Je vais y revenir par l'avant-dernière diapo. Mais ce qui est important, vous voyez que si je prends des semences microbiotiques, si elles sont mal conservées, bon, moins d'1 an pour l'oignon, la sauge, le poireau. Donc, vous voyez que ces semences, si elles sont mal conservées, même si les conditions du milieu sont bonnes, même s'il n'y a plus de dormance, vous n'aurez pas de semis parfait. Diapositive suivante. Donc, il me reste 2 diapositives. Donc, vous avez ici les conditions de conservation qu'il faut absolument respecter si on a un semis, bien sûr, décalé dans le temps par rapport à la récolte. Ces semences orthodoxes, on sait qu'on peut doubler la longévité lorsque l'on abaisse la teneur en eau, à peu près de 2,5%. Mais il faut absolument que ces semences, même si elles sont très déshydratées, soient conservées à des températures fraîches de l'ordre de 5 à 6 degrés. Donc, sans cet élément, les semences ne pourront pas être à l'origine d'un semis correct. Alors, en conclusion, je vais me limiter surtout aux mots qui étaient en rouge. Donc, ces semences orthodoxes, elles sont capables de résister à une déshydratation poussée. Elles permettent la survie et la pérennité des espèces, au moins les espèces sauvages. Et par contre, elles facilitent grandement la conservation de toute semence, qu'elle soit d'espèces sauvages ou non. Elles sont caractérisées par des processus de dormance qui s'opposent à la germination. Il faut donc absolument qu'il y ait des phénomènes de levée de dormance, soit de la conservation au sec, soit l'utilisation d'un froid humide, la stratification. Et il faut absolument que ces processus soient éliminés avant le semis. Et dernier point, parce que ça peut être un accident, cette fois au moment de la récolte, la sélection a souvent eu comme objectif de réduire la dormance des espèces cultivées. Et pour certaines espèces, c'est le cas du blé, surtout du blé, vous allez avoir, au moment de la formation des grains sur l'épi, si vous avez affaire à un été frais et pluvieux, eh bien, vous pourrez avoir des phénomènes de germination sur pied qui posent des problèmes, bien sûr, pour la qualité des semences, mais aussi pour l'utilisation ensuite du blé en panification. Donc, diapositive suivante, juste pour vous remercier de votre attention, et je suis au regret de vous avoir obligé à passer cette diapositive et ne pas avoir le plaisir de vous voir. Merci encore. Merci beaucoup Françoise pour cet exposé très clair. Alors, on va débuter les questions avec une question générale de définition.
Quelle est la différence entre semences, graines et plants? Alors, on va déjà, je mets semences graines et puis de l'autre côté les plants. Dans le cas des plants, vous avez déjà en fait une plantule qui est développée. Et souvent, d'ailleurs, vous allez faire germer, vous allez avoir des plants et vous allez, ce qu'on dit, repiquer. Donc, pour les plants, vous, vous n'êtes plus dans l'état semence. Semences et graines, alors, sous le terme de semences, on a en fait 3 grands groupes. Des graines qui proviennent de la fécondation et qui sont composées d'un embryon, d'un albumène, si les réserves sont dans l'albumène, et d'enveloppes. Et vous avez des semences qui sont des fruits secs indéhiscents, des akènes, des caryopses. Par exemple, toutes les céréales, je ne dis pas graines de céréales, je dis semences de céréales, et il s'agit en fait de grains de céréales parce que c'est un fruit sec indéhiscent, donc caryopse. Dans le cas du tournesol, je parlerai d'akènes. Alors, de façon souvent plus rapide, on va dire les semences, et ce sont des semences qui sont sèches. Par contre, je n'ai pas du tout parlé des bulbes et tubercules, qui sont considérés aussi comme étant des semences. Et regardez les pommes de terre, on va semer, entre guillemets, des tubercules. Donc, ce sont aussi des semences, allez, riches en eau, comme certains bulbes, c'est riche en eau, alors que les semences orthodoxes, vous avez affaire à des semences déshydratées. Donc, voilà pour moi la différence. Très bien. Alors, une question qui m'intéresse parce que j'ai beaucoup d'étudiants aussi qui me la posent. Quel est le record de longévité d'une graine? Et donc, c'est Clotilde qui elle nous évoque un inféa chinois. Est-ce vrai? Peut-être. Je ne connais pas toutes les semences qui ont une durée de vie très longue. Alors, le problème, c'est que vous avez des exemples. Là, j'ai dû montrer une semence, donc il y avait 2000 ans, du palmier dattier. Mais dans tous les cas, ça dépend de ce qu'on appelle survie. La survie dans les conditions naturelles, il est rare d'avoir des semences qui aient une durée très, très, très longue. Il faut absolument qu'elles restent sans eau. Alors, vous avez des semences dures qui n'absorbent pas d'eau, donc qui, généralement, ont une durée de vie un peu plus grande. Mais tout dépend ce que vous voulez. Il y a les espèces dans la nature, et puis il y a la conservation, donc les conservatoires botaniques pour les espèces, je dirais, sauvages, et puis aussi la conservation des semences d'intérêt agronomique, où là, on va conserver, alors ce n'est pas des petits échantillons, des échantillons plus grands, on va essayer de déshydrater au maximum les semences. Bon, souvent, on préconise 5% de teneur en eau, mais il ne faut absolument pas qu'elles reprennent de l'eau et on va les placer à 5-6 degrés. Mais si vous voulez vraiment garder ce qu'on appelle les banques de gènes, eh bien, cette fois, on va faire de la cryoconservation ou alors on déshydrate, on conserve à moins 30 degrés. Je vois, par exemple, des fois dans les laboratoires, ce que ça coûte moins cher quand même, ce sont des congélateurs, on va dire, classiques. Mais si vous voulez faire de la conservation à très long terme, donc c'est dans l'azote liquide, et là, théoriquement, je dis bien la théorie, veut qu'on garde, j'oserais pas dire de façon éternelle, la survie de ces semences. Très bien. Donc, vous avez répondu à une autre question qui demandait si les semences orthodoxes supportaient ou pas la congélation. Alors, il y a une question sur les semences récalcitrantes. Justement, comment sont-elles conservées?
Ah, ça, c'est le gros problème. Alors, si je prends, je vais prendre, allez, les cas où il y a du reboisement et puis la nécessité de garder, je vais prendre les glands du chêne. Ces glands du chêne, vous avez des structures de l'ONF où il y a des conservations jusqu'à 2 ans, 3 ans des glands. Mais cette fois, on va essayer de les conserver de telle manière qu'elles restent à une teneur en eau supérieure à la teneur en eau critique. C'est-à-dire, hors de mémoire, ça doit être 30 à 35% d'eau. À 30-35% d'eau, le problème, et les forestiers qui gardent ces semences-là, eh bien, ça se met à germer. Regardez dans votre jardin, vous ne rajoutez pas d'eau, ça germe. Et autant on va conserver les glands, mais on a du mal à conserver les plantules. Donc, allez, on ne dépasse pas 2 ans. Sauf si on a un semis à l'extérieur. Hein. Et là, on gardera des petits plants. Là, on reste sur des plants. D'accord. Les, Françoise. Les autres semences récalcitrantes, on a du mal à les garder parce qu'elles meurent. Et elles peuvent mourir très rapidement. Alors, il y en a d'autres que vous pouvez garder un peu mieux, les semences de café. Les semences de café, c'est des semences un peu intermédiaires entre les orthodoxes et les récalcitrantes. Le café, on peut descendre jusqu'à 15% d'eau. Vous me direz, 15% d'eau, c'est presque des céréales. Mais elles n'aiment pas rester à 15% d'eau longtemps. Et donc, au bout d'un moment, elles meurent. Très bien. Alors, après la conservation, on va passer à la germination. Donc, on vous demande si tremper dans l'eau les graines avant semis est souhaitable pour mieux lancer la germination. Alors, là, je dirais, les jardiniers sont plus compétents que moi, mais oui. Alors, ça dépend la durée du trempage. Mais un trempage, par exemple, des semences de carottes au laboratoire, on travaillait sur de la pré-germination, mais on avait comme témoin des semences de carottes trempées. On les trempait 24 heures. C'était pas énorme. Et c'est vrai que ça germe nettement mieux. Ce qui veut dire que pendant le trempage, vous avez des tas d'inhibiteurs qui sont relargués dans l'eau d'imbibition. Mais il ne faut pas mettre les semences trop longtemps en hypoxie. Si vous ne tournez pas l'eau, la semence, faites ça avec des semences de petits pois, ils n'aiment pas. Ils vont se mettre à fermenter. Mais souvent, les petites semences brunes, si vous les trempez un peu, et les jardiniers font ça pour le persil, si je ne me trompe pas, où on a une meilleure germination des semences pré-germées. Alors là, il y a une autre question qui est liée sur les conditions chimiques du sol. Donc, taux d'humus, cation, azote, pH et physique, hydromorphie, sécheresse. Est-ce que ces conditions ont un rôle sur la levée de dormance, tel que les spécialistes, entre guillemets, le disent pour les plantes bio-indicatrices? Ouais. Alors, je vais essayer de faire attention à mon vocabulaire. Les semences dans le sol, si c'est un sol sec, je vais avoir une post-maturation au sec. Je vais avoir une dormance qui s'élimine. Ça ne va pas germer puisque c'est sec. Mais mes semences resteront quiescentes. D'accord? Ça répond en partie. Par contre, je suis désolée, je ne suis pas du tout compétente dans l'effet la composition chimique du sol. Selon la teneur en argile, je peux vous en parler plus pour la diffusion en oxygène dans le lit de semences, mais je ne peux pas vous dire pour la germination. Alors, peut-être une dernière question. Alors, il y en a beaucoup en fait, hein, c'est difficile. Voilà. Est-ce que les semences peuvent-elles résister au feu? Ah oui,
Alors, ça dépend, hein, si vous les mettez dans votre cheminée, au bout d'un au bout d'un moment, ça ne va pas marcher. Mais c'est même un exemple de levée de dormance dans les forêts provençales, où il y a des cystes, par exemple, les gens qui se baladent et qui font de la botanique. Et les semences du cyste, lorsqu'il y a un coup de feu qui passe, eh bien, elles vont se craqueler, et ce craquelant, elles vont après, s'il y a une pluie après un feu d'ailleurs, souvent, vous avez des tas de semences qui se mettent à germer. Donc, elles résistent, mais bon, il ne faut pas que le feu dure trop longtemps, hein, quand même, hein, mais elles résistent. Et je dirais, j'ai des collègues australiens qui utilisent même la fumée pour lever la dormance de certaines semences.